L'enceinte du château est aujourd'hui très ruinée, mais on suit encore le tracé des murailles et des tours sur les bords du plateau rocheux. Il faut imaginer à la fin du XIIe siècle de hauts murs de défense. Ils étaient peut-être déjà reliés à l'enceinte de ville ou à celle d'une grande basse-cour, une première cour. Les vestiges de la porte de Normandie, que l'on voit encore au nord, peuvent dater de cette même époque, la fin du XIIe siècle. Alors nous sommes ici à l'entrée donc du château médiéval, puisqu'elle n'a pas bougé. Les fossés existaient déjà, ils étaient sans doute moins larges. On a élargi la route au XIXe siècle et on l'a réaménagée. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a reconstruit le pont de pierre qu'on emprunte aujourd'hui pour rentrer dans le jardin public. Mais il faut imaginer déjà au Moyen-Âge un autre pont, plus ancien, sans doute avec une partie en bois et une partie en pierre, qui était installé exactement au même emplacement. Alors évidemment tout cela est ruiné, mais on en a quand même des traces et surtout on sait que la porte se trouvait ici puisqu'elle était entre deux tours, c'est ce qu'on appelle un châtelet d'entrée, il y avait deux tours semblables, deux tours jumelles. On en voit encore les bases de chaque côté parce qu'elles ont été arasées, elles sont ruinées, mais on a encore leur salle basse et il faut imaginer que ces deux tours étaient très hautes, sans doute plusieurs niveaux de défense et qu'elles pouvaient se rejoindre par un passage voûté. Et il y avait une salle en partie haute et donc on entrait dans la place au-dessous par ce passage voûté. À l'est, l'enceinte est fermée par une épaisse muraille qui a pu être ajoutée au tout début du XIIIe siècle en même temps que le fossé pour isoler le château de la ville. On dit aussi courtine. Une courtine, c'est tout simplement une muraille qui relie deux tours. Et effectivement, on a ici plusieurs tours face au front d'attaque. Cette muraille a la particularité d'être très épaisse, mais dans l'épaisseur du mur et sur toute la longueur, on a un couloir qui est ménagé à l'intérieur et qu'on appelle une gaine. C'est un dispositif vraiment exceptionnel, assez rare. On l'a dans une vingtaine de châteaux en France, tout au long du XIIIe siècle essentiellement. Cette gaine permet aux défenseurs de se déplacer facilement d'un point à l'autre de la muraille et surtout d'être à couvert puisqu'ils sont protégés. La grande particularité de la gaine de Domfront, c'est qu'elle dessert encore toute une série d'ouvertures de tir qu'on appelle des archères pour le tir à l'arc, mais ça peut être aussi des arbalétrières pour le tir à l'arbalète. On se postait ici pour un archer et on pouvait donc tirer de droite à gauche, essayer d'orienter le tir grâce à l'ébrasement, à l'ouverture que l'on a à l'intérieur. Ces archères, donc avec leur niche, avec leur grand dégagement, sont caractéristiques de l'architecture fortifiée des Plantagenets, rois d'Angleterre, en France et en Angleterre, dans les années 1200. À cette époque, on sait que c'est le roi Jean Santerre, qui est le fils d'Henri II, qui finance d'importants travaux au château de Domfront dans les années 1202-1204. Il est alors en guerre ouverte en Normandie avec le roi de France Philippe Auguste. Mais en 1204, le roi Philippe Auguste fait la conquête de la Normandie. Les places fortes des Plantagenets se soumettent les unes après les autres. L'armée royale capétienne est à Domfront au cours de l'été. La place est prise définitivement par le roi de France en 1204.